Allez, je vous propose qu'on démarre pour ne pas prendre de retard. Donc pour cette séquence, toujours en lien avec la liberté, et donc on va évaluer pour évoluer, et donc évoluer, liberté. On va modérer cette séquence avec le professeur Dehaille. Et donc nous aurons 3 intervenants, Jacques Tardif, François Starck et Carole Amsalem. Et j'appelle tout de suite Jacques Tardif, donc, qui nous vient de Sherbrooke et qui, dans la continuité de la conférence d'ouverture, va nous parler d'évaluation. Merci Jacques. Bonjour à chacune et à chacun, plaisir de vous retrouver. Sur un thème fort différent cette fois-là. Ah, là, monsieur, ça ne marche plus, ce truc. Ah. Bon, voilà. Alors, on m'a demandé, durant une trentaine de minutes ou 25 minutes, de parler de l'évaluation des formations. Et il y avait 2 questions à la base de ça. Qu'en faire et... non, que faire pour commencer et qu'en faire. Alors, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup d'essais, excusez-moi, beaucoup d'essais qui ont été faits sur l'évaluation des formations. Il y a une multitude de manières de le faire. Et en bon chercheur, enfin j'espère, j'ai voulu étaler devant vous des conclusions de recherche, 3 ou 4 diapos, et donc une conclusion et une prise de position étonnante dans le contexte de l'évaluation des formations. Alors, disons, si vous trouvez que les prochaines diapos sont déprimantes, il n'y en a que 3, ne perdez pas tout de suite et restez pour la suite de l'intervention. Ces 3 auteurs, Uttle, White et Gonzalez, ont fait une vraiment vaste méta-analyse sur l'évaluation des formations. Et il conclut qu'il n'y a aucune relation statistiquement significative entre l'évaluation de l'enseignement par les étudiants et les étudiantes et leur apprentissage. Ils poursuivent, et j'ai mis, excusez-moi, c'est le stress, c'est pas autre chose, mais ça viendra. J'ai mis pour les 2 prochaines diapos le texte en anglais si les gens veulent évaluer la validité de ma traduction, mais ils ajoutent que cette conclusion pourrait inviter les institutions qui visent l'apprentissage et l'insertion professionnelle, ça ressemble un peu au CESU, ça, à délaisser complètement les pratiques d'évaluation de l'enseignement par les étudiantes et les étudiants comme étant une mesure de son efficacité. Ils poursuivent en disant, malgré 75 ans, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille là-dessus, de recherche et d'essais continus, il n'y a présentement aucune preuve soutenant la croyance très répandue que les étudiantes et les étudiants apprennent davantage avec des professeurs ou des professeurs qui reçoivent les scores les plus élevés dans l'évaluation de leur enseignement. Alors, je voudrais ici ouvrir une parenthèse, c'est que ces recherches ou cette méta-analyse, mais l'ensemble des recherches qu'ils prennent en compte, ont été faites aux États-Unis. Et aux États-Unis, on utilise beaucoup l'évaluation de l'enseignement pour la promotion des professeurs. Et donc, il y a une déviation très forte là, que je vais exploiter dans le reste de mon intervention, qui est on utilise l'évaluation de l'enseignement pour des promotions et non pas vraiment pour l'apprentissage ou la qualité de l'apprentissage. Alors voilà pour la méta-analyse. Et c'était la conclusion étonnante. Ici, une prise de position étonnante. L'Association américaine en sociologie, American Sociological Association, en accord avec ou en cohérence avec 17 autres associations, énonce les conclusions suivantes quant à l'évaluation de l'enseignement. En dépit de la fréquence et de l'étendue de l'évaluation de l'enseignement par les étudiantes et les étudiants, leur usage dans des décisions personnelles est problématique. Ces évaluations sont faiblement reliées à d'autres mesures concernant l'efficacité de l'enseignement et l'apprentissage des étudiants et des étudiantes.
elles ne sont pas analysées par des moyens statistiques appropriés et elles sont influencées par des facteurs qui ne sont pas reliés directement à l'efficacité de l'enseignement. Et donc, la dernière phrase ou le dernier paragraphe qui est là, excusez-moi, là. De manière catégorique, l'Association américaine en sociologie conclut que le feedback des étudiants et des étudiantes ne devrait pas être utilisé comme la seule mesure. Ça, c'est important parce que sinon, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait tous dans l'évaluation des formations? Comme la seule mesure de l'efficacité de l'enseignement. Alors, maintenant, pour aller vers quelque chose de plus positif, si jamais je vais être invité dans un congrès comme ceci, que faire en matière d'évaluation des formations en tenant compte de ces conclusions? Personnellement, je ne remets pas en doute ces conclusions et la méta-analyse qui est faite est vraiment une méta-analyse qui est rigoureuse et qui est vraiment systématique, donc je ne remettrai pas ça en question. Je suis plutôt étonné, par exemple, de la prise de position des 18 associations professionnelles des États-Unis, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je l'ai mentionné, je réinsiste là-dessus, il est essentiellement question de l'évaluation de l'enseignement. Et si j'avais beaucoup de temps à passer avec vous, je dirais, il faudrait peut-être arrêter de faire des questionnaires sur êtes-vous satisfait, êtes-vous content, est-ce que la matière a été couverte, est-ce que les interactions avec l'enseignante et l'enseignant étaient intéressantes, et se centrer beaucoup plus sur l'apprentissage. Et puis, quand on prend en compte des questionnaires, on voit bien que l'accent est très, très, très souvent, en tout cas en Amérique du Nord, mis sur la satisfaction. Est-ce que vous trouvez que ceci a été agréable pour vous, ceci s'est déroulé de manière harmonieuse et tout? Et j'ai mentionné également tout à l'heure les scores obtenus au terme de ces évaluations, ce sur quoi se base la méta-analyse, servent souvent à des fins de reconnaissance et de promotion des professeurs et des professeurs, et non à l'amélioration du parcours de formation des étudiantes et des étudiants. Et donc, tout ce que je vais faire d'ici la fin de la présentation, c'est de mettre l'accent effectivement sur l'apprentissage, sur le parcours de professionnalisation, sur le parcours de développement. Une quatrième observation, et c'est la dernière, il y a quelques points là. Dans l'évaluation d'une formation, il serait vraiment capital de distinguer ceci, la régulation de l'apprentissage par rapport aux visées du contrôle de l'enseignement. Et pour moi, l'évaluation d'une formation devrait porter, j'ose le dire ici, exclusivement sur la régulation de l'apprentissage. L'évaluation d'une formation versus l'évaluation des unités d'enseignement. Et puis le dernier point, on devrait être très préoccupé par la complémentarité de l'ensemble des évaluations que nous faisons par rapport aux formations. Alors, un petit détour, voilà. Un petit détour sur un questionnaire d'évaluation de l'enseignement. Bon, c'est pas très lisible, ça vient de l'Université François Rabelais. Et puis, c'est un questionnaire vraiment très classique. Donc, on ne va pas regarder chacune des questions. Je vais aller plus loin ici. Voilà. Dans tout ce questionnaire qui a 22 questions, il n'y a qu'une seule question qui porte sur l'apprentissage. La dernière, d'ailleurs, la question 22. Quelles compétences pensez-vous avoir acquises en suivant cet enseignement? Les 21 questions qui précèdent n'ont aucun lien, mais vraiment aucun lien avec l'apprentissage de l'étudiant. Ils ont beaucoup de liens, par exemple, avec ce qui a été mis en place. Donc, la très grande majorité des questions touchent un ou l'autre aspect de l'enseignement, la clarté des consignes, la coordination entre les moyens pédagogiques, la disponibilité de l'enseignante ou de l'enseignant, le matériel pédagogique, le temps de travail et toutes sortes de choses de cette nature. Et puis, il y a un item, et ça, je vais insister là-dessus, le 16e, qui dit « Vous avez assisté à cet enseignement ou pas? » Et puis, disons,
Le nervosité ne me quitte pas, décidément. Disons que dans les questionnaires d'évaluation de la formation, il serait très utile de demander à chaque étudiante et à chaque étudiant jusqu'à quel degré avez-vous été engagé dans cette formation. Si jamais quelqu'un disait « Bon, vous savez, moi j'ai pris ça à la légère », pour moi, le commentaire de cette personne n'a aucun intérêt sur l'apprentissage ou sur l'évaluation de la formation. Alors, j'avais un collègue malheureusement décédé qui, lui, posait cette question-là aux étudiants. Et pour les étudiants qui disaient « Bon, moi, je n'ai pas été engagé dans votre cours, vous savez, j'avais plein d'autres choses à faire et tout », ils ne prenaient jamais en considération les commentaires de ces gens en disant « Ce qui m'intéresse personnellement, c'est de travailler avec des gens motivés, engagés. » Si jamais quelqu'un disait, par exemple, « Je n'ai pas été très engagé dans votre formation ou dans votre activité et ça a quelque chose à voir avec vous », il l'aurait pris en compte, mais pas dans un contexte différent. Alors, bon, arrivons au cœur du sujet. Quand il est question d'une formation, qu'est-ce qu'il faudrait considérer? Alors, encore une fois, je fais un petit détour par quelque chose qui existe. La majorité, sinon la totalité des institutions de formation se préoccupent de l'évaluation des formations. Alors, si vous prenez par exemple ce que fait l'Université de Montréal, dans l'évaluation périodique des programmes, chaque programme d'études doit obligatoirement être évalué à chaque 7 ans. Alors, si vous regardez cette liste... Oh, excusez-moi, mon Dieu, j'ai un mauvais bouton. Si vous regardez cette liste-là, il y en a une seule qui porte sur l'apprentissage. Quels sont les résultats de la formation et la préparation à l'insertion au monde du travail? Une petite question assez timide sur les mesures de soutien aux étudiants et l'environnement d'apprentissage. Si vous regardez ici, aucune des questions ne porte sur le résultat de la formation, sur l'apprentissage, les compétences développées et tout. Et je dirais que c'est une lacune importante de nos évaluations de la formation. Alors, le CESU m'avait demandé de traiter 2 questions. Finalement, je suis assez obéissant. La première était que faire? Vous allez retrouver effectivement des choses que j'ai mentionnées depuis le début. D'abord et avant tout, mettre l'accent sur le parcours de professionnalisation de chaque étudiante et de chaque étudiant. Si on veut dire ça autrement, quelque chose qui est important, la progression des apprentissages durant la formation et le niveau de professionnalisation atteint au terme de la formation. On est bien loin de l'enseignement, mais on est vraiment bras-le-corps avec l'apprentissage. Et si jamais vous vouliez interroger le dispositif de formation ou le dispositif d'enseignement, ben, vous pouvez toujours interroger l'organisation pédagogique, l'orchestration des unités d'enseignement, les stratégies pédagogiques. Quelque chose qui est crucial pour moi, les mesures de soutien aux étudiantes et aux étudiants, mais toutes ces questions formulées dans l'intention de réfléchir à leur contribution à l'apprentissage. Pour aller un petit peu plus loin dans mes propositions, un peu obsédé par l'heure, là, je fais référence à un auteur belge qui est peut-être moins influent maintenant, mais qui était très, très, très influent dans l'évaluation de l'apprentissage et qui était influent dans l'évaluation de la formation, qui a publié en 2003, mais je ne sais plus si c'est 2000 ou 2003, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là, un article fort intéressant sur l'évaluation de l'efficacité d'une formation. Et il propose de regarder 3 dimensions que j'affiche maintenant. Voilà. Et pour lui, à chaque fois qu'on évaluerait une formation, on devrait prendre en compte ces 3 éléments. Les questions formulées entre parenthèses sont ses questions à lui. Alors, la première dimension, les acquis d'apprentissage. Les
personnes participantes à la formation ont-ils acquis au terme de la formation les compétences qui étaient visées par les objectifs de formation. C'est intéressant que ce monsieur, en 2000 ou en 2003, parle déjà de compétences. L'autre question qui le préoccupe énormément, le transfert sur le terrain. Alors, je pense que ça concerne vraiment les formations offertes par le CESU. Est-ce que les participants ou les participantes, une fois revenus sur leur poste de travail, mettent en œuvre les compétences acquises lors de la formation? Et une question très importante pour lui dans la formation, est-ce que les nouvelles compétences des participantes et des participants leur permettent de faire évoluer l'organisation? Et si vous réfléchissez à ces questions-là, en faisant référence au formulaire d'évaluation que je vous ai présenté tout à l'heure et aux quelques remarques ou observations que j'ai exprimées à la suite de la conclusion et de la prise de position que j'ai considérée comme étonnante, on est dans des eaux fort différentes que ce qui était mentionné précédemment. Alors, je vais reprendre chacun des points. Et dans cette logique, si on veut évaluer les acquis de l'apprentissage, il faudrait, et ça, ce n'est pas toujours le cas, que soient clairement définies les compétences. Bon, j'ai mis les compétences parce que je suis quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, mais si vous voulez mettre les finalités, les objectifs, les acquis d'apprentissage là-dessus, ce n'est pas grave pour moi. Donc, soient définies très clairement les compétences visées dans la formation, notamment les acquis d'apprentissage et les indicateurs déclinant de manière concrète le niveau en question. Je dirais, dans le fond, que c'est peut-être pas étonnant que plusieurs questionnaires d'évaluation de la formation soient assez silencieux sur l'apprentissage parce qu'on n'a pas défini clairement les acquis d'apprentissage. Et si jamais on a défini clairement les acquis d'apprentissage, on n'a pas souvent défini très clairement les indicateurs de développement qui permettent de valider, certifier, reconnaître de manière fidèle le développement manifesté par l'étudiant ou par l'étudiant. Pour le deuxième point de cet auteur, le degré de transférabilité des apprentissages, il importerait de déterminer des situations et des problématiques professionnelles différentes de celles qui ont été privilégiées dans le cours de la formation, dans lesquelles les étudiantes et les étudiants doivent mettre en œuvre le niveau de développement atteint au terme de la formation. Dans un contexte comme celui-là, on pourrait dire que dans le cadre de la formation, on est très préoccupé des acquis de l'apprentissage, du développement des compétences, mais on est également très préoccupé et on met en place des stratégies d'enseignement ou des modalités d'enseignement qui interviennent sur la transférabilité des apprentissages. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse au hasard ou qu'on laisse aller comme ça. Et puis, bon, toujours, et là je suis sur le troisième plan, la contribution des acquis d'apprentissage. Là j'ai mis dans les soins d'urgence parce que je suis dans les CESU. Il importe alors que, j'imagine que je ne connais pas assez bien tout ce que vous faites dans les CESU, mais j'imagine que pour vous, la nécessité d'une formation est toujours nettement définie et que ce n'est pas par hasard qu'on ait placé quelque chose dans le parcours de quelqu'un. C'est important que les problématiques requérant la formation aient été explicitées. J'imagine que c'est le cas également. Et je me poserai des questions, c'est ce que je regarderai attentivement si je travaillais avec quelqu'un parmi vous. Est-ce que le niveau de développement attendu au terme de la formation a été précisé clairement et surtout en lien avec ces problématiques? Et puis, j'ai ajouté un point qui n'est pas, que je n'avais pas mentionné jusqu'à maintenant, mais le degré d'interprofessionnalité. À chaque fois que je suis allé à un congrès ou qui regroupe des gens dans le domaine de la santé, notamment à la CIFEM, l'interprofessionnalité, c'est franchement un mot qui se promène dans tous les corridors, qu'on entend régulièrement. Et donc, je pense que dans votre lieu de travail, c'est un élément qui est extrêmement important. La dernière question, je ne sais pas combien de temps il me reste. La dernière question qui m'était posée, c'était en ce qui
qu'en faire de ces évaluations-là? Et vous avez bien retenu, j'imagine, ou bien entendu, que la méta-analyse que j'ai citée, les prises de position des associations professionnelles, reprochent de manière systématique à l'évaluation des formations de servir à des promotions d'enseignants ou d'enseignantes et non pas à la qualité de l'apprentissage. Alors donc, reprise ici de ce que j'ai mentionné, éviter à tout prix de faire de l'évaluation de la formation un instrument de reconnaissance ou de promotion professionnelle. Ce n'est pas un outil, selon moi, voilà pourquoi j'ai mis entre parenthèses, devant ou pouvant sanctionner une performance. Si on veut reconnaître la qualité d'un intervenant ou d'une intervenante, c'est peut-être pas en demandant à, je vais parler comme un Québécois, là, à l'usager de se prononcer sur la qualité de ce qui a été présenté. Et puis, d'une manière plus positive, cette évaluation-là devrait être utile, mais au premier chef, à l'étudiante et à l'étudiant, et ce serait pour lui ou pour elle une autre manière de réfléchir à son parcours de formation, en particulier à la trajectoire de développement professionnel qu'il est en train de franchir et en identifiant sur un plan général ses zones de force et de faiblesse dans ce qu'il a réalisé comme apprentissage jusqu'à maintenant, connaissant les problématiques pour lesquelles il doit développer des apprentissages particuliers. Et sur un plan plus spécifique, parce qu'il est question de parcours, les apprentissages qu'il devrait ou qu'elle devrait prioriser dans la suite de son parcours. Voici ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, voici ce qui me reste à faire, et donc les étapes à franchir à moyen et à long terme. Et puis, dernière diapo, pour l'enseignant et l'enseignante, voire pour l'équipe enseignante, je ne suis pas quelqu'un qui est défavorable à l'évaluation des formations, bien au contraire, mais je suis favorable à des évaluations de formation qui mettent l'accent, je me répète là, sur l'apprentissage. Alors, pour l'enseignant ou l'enseignante, je préférais dire pour l'équipe enseignante, un outil crucial de régulation de la séquence et de l'orchestration des unités d'enseignement. Bon, j'ai parlé un peu comme si j'étais dans une université française, mais dans un autre lieu, on pourrait dire l'orchestration des situations d'apprentissage qui structurent le parcours de professionnalisation. Et sur un plan plus spécifique, c'est important de déterminer l'efficacité de chaque unité d'enseignement, remplacer ce mot-là par jour de formation ou peu importe le cadre chronologique que vous utilisez. Donc, l'efficacité de chaque unité d'enseignement dans sa contribution à la professionnalisation de l'étudiante et de l'étudiant. Et pour terminer, effectivement, une appréciation de l'efficacité de tout ce qu'on a mis en place sur le plan pédagogique, modalités d'enseignement, stratégie d'évaluation, si on veut, et tout, afin d'avoir le maximum d'influence sur l'apprentissage des étudiants et des étudiantes sur leur parcours de professionnalisation. Merci bien. Je crois que j'ai fait 25 minutes finalement. C'est ça. Merci beaucoup, professeur Tardif. Y a-t-il des questions dans la salle? On va prendre quelques minutes pour des questions. Alors, Thierry Sécheresse. Oui, bonjour. Un grand merci pour cette conférence. Alors, à la fois une question et puis après, j'aimerais partager un coup de déprime. Alors, d'abord, la question, c'est l'opérationnalisation de ces éléments. Comment on va faire? Parce qu'on fait tous du questionnaire de satisfaction, du Kirkpatrick niveau 1, on est bien content, c'est facile à faire. Et on a bien compris que l'efficacité, elle est assez faible. Donc, comment faire en pratique? Alors, quid de l'utilisation d'éléments prédicteurs du comportement futur? Je pense à deux éléments.
le sentiment d'efficacité personnelle, à condition que les questions soient bien posées, c'est-à-dire très spécifiques, confère Bandura. Et la deuxième chose, quid des questionnaires de type Learning Transfer System Inventory, le LTSI de Holton, qui va analyser les éléments dans une formation qui vont favoriser le transfert de compétences. Donc ça, c'est les questions. Vous voulez que je réponde maintenant? Voilà. Et puis, non, bah, on va déjà parler de ça, et puis après, je ferai part de mon cours des primes. Thierry, le deuxième élément dont tu as parlé, le deuxième élément, j'ai passé, allez, on va dire 10 ans de ma vie dans une thèse de sciences de l'éducation à m'intéresser à ce qui marchait dans une formation. Et puis, je me suis aperçu que nos décideurs, ceux qui achètent nos formations, qui décident quelle formation, en fait, ils s'intéressent à une chose, c'est est-ce que les gens sont contents? C'est-à-dire qu'entre une formation montée avec tous les principes qu'on travaille ici depuis des années et des années, versus un formateur qui fait 2 jours de PowerPoint, à la fin, le cadre supérieur de santé, en l'occurrence, c'était un cadre supérieur de santé, là, mais pas que, il y avait plein d'autres, dit, de toute façon, ils sont contents, là, et ça coûte 2 fois moins cher. Donc, pourquoi je prendrais vous? Pourquoi j'irais ailleurs? Et ça, c'est un élément à prendre en ligne de compte. On sait tous que le questionnaire de satisfaction, l'efficacité, le retour sur notre efficacité pédagogique est très faible, mais par contre, les décideurs, c'est ça qu'ils regardent. Et ça, c'est une problématique en matière des éléments derrière, parce que qui décide derrière, qui nous finance, qui sont nos financeurs, attention à ça. Je ne peux plus répondre davantage à la première question qu'à la deuxième. Bon, vous m'avez un peu perturbé avec, mais j'en suis conscient, là, ce que les décideurs cherchent, la satisfaction, puis bon, je fais toujours attention que je m'adresse à des gens comme vous en France, parce que pour nous, on utilise régulièrement le client ou la cliente pour parler de l'étudiant, mais ça exprime quelque chose de très clair. Et donc, ça exprime aussi des dérives qu'on observe dans tous ces questionnaires d'évaluation de la formation. L'expression que vous avez utilisée, l'efficacité de sa compétence ou la reconnaissance de sa compétence, ce serait ce que je placerais au cœur d'une évaluation de la formation. C'est la parole de l'étudiant. Mais si une étudiante me dit « Ah, vous savez, monsieur, vous avez beaucoup de charisme, blabla, vous faites des blagues de temps en temps, puis sauf quelques minutes, c'est assez intéressant de vous entendre. C'est bon pour mon ego, mais ça n'a pas dit grand-chose sur qu'est-ce que cette personne-là a développé. » Et donc, si on voulait faire dans des questionnaires d'évaluation de la formation, aller chercher de l'information sur qu'est-ce qui s'est passé dans la formation, quel était les déroulements, finalement, est-ce que je suis satisfait ou pas? Ça devrait être les dernières questions, contrairement à ce qu'on voit dans les questionnaires maintenant. Et les premières, ce serait de dire, étant donné les compétences visées ou les apprentissages visés dans la formation, où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez développé? Êtes-vous, les apprentissages que vous avez développés vous permettent-ils d'affronter la problématique suivante ou les problématiques suivantes? Et jusqu'à quel degré? Voilà. Et donc, c'est vraiment comme c'est un accent qu'on place sur l'apprentissage et qui fait en sorte que la formation, c'est une contribution à quelque chose. Mais c'est sûr que si, comme aux États-Unis, on peut dire ça, je pense d'une manière assez catégorique, l'évaluation des formations est notamment utilisée pour la promotion des enseignants, des enseignantes, bien là, on est déjà mal barré, là. Et, mais moi, pour mon expérience personnelle, à l'Université de Sherbrooke, par exemple, où je ne suis plus maintenant, mais où j'ai été longtemps, déjà dans les années 76, il y avait l'évaluation de l'enseignement. Et quand il y avait l'évaluation de l'enseignement, c'était un représentant ou une représentante étudiant qui venait, le prof sortait, et c'était presque infernal. Les gens, ils tremblaient de peur presque dans l'évaluation. Et donc, on est à des années-lumière de l'évaluation de l'apprentissage. Donc, je serais très préoccupé de cette formation que j'ai suivie. A-t-elle fait en sorte que j'ai de moi la perception que je suis plus compétent ou que j'ai développé des compétences pour affronter X, Y, Z problématiques?
que je ne pouvais pas rencontrer de manière satisfaisante sur le plan professionnel avant. Et puis, c'est pour ça que les 3 points de Gérard, qui sont les acquis, le transfert, l'impact dans l'organisation, pour moi, c'est un bon trio, quoi, à prendre en compte. Mais sur votre deuxième question, je ne pourrais pas aller très loin. La deuxième, c'était plus une remarque. Donc, plus effectivement développer des questionnaires en lien avec le sentiment d'efficacité personnelle ou la perception de compétences. Je me sens capable de ce genre de choses. Et juste pour ajouter, mais peut-être j'ai plus le temps, quand les questionnaires portent sur l'évaluation de l'enseignement, de la formation telle qu'elle est faite habituellement, il y a des choses étonnantes comme, par exemple, des étudiants ou des étudiantes qui font maintenant de l'apprentissage par problème ou de l'apprentissage de classe inversée, mais qui adoraient l'enseignement magistral et qui font une évaluation passablement négative du tuteur en apprentissage par problème, mais ça n'a pas beaucoup de choses à voir avec la qualité de l'enseignement, mais c'est à voir avec une perception de ce qui était si efficace depuis des siècles et des siècles. Une question pour Pierre. On peut avoir un... Maintenant que ma petite nervosité est partie, vous voyez, Carole? Ça va bien se passer. En fait, depuis qu'on parle d'évaluation, on a tous en tête notre mode d'évaluation en GSU. Et ce mode d'évaluation, il est aussi à évaluer à la lumière de l'alignement pédagogique. Parce que depuis longtemps, on nous parle de cet alignement pédagogique. Il faut que tout soit en cohérence, les objectifs de l'enseignement, les modalités techniques de réalisation de l'enseignement et les modalités de l'évaluation de l'enseignement. Et la GSU, par exemple, elle est centrée sur une évaluation qui est relativement simple. Est-ce qu'il est là, physiquement présent dans la salle? Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il est un tout petit peu engagé dans, et en particulier dans des situations les plus dramatiques des gestes d'urgence, qui sont l'arrêt cardiaque? On a l'impression que l'alignement est bon. Et John Biggs aurait dit que c'était exactement ça, cet alignement pédagogique. Moi, je m'interroge sur la pertinence de ne pas faire d'évaluation immédiate. Parce que ce qu'on veut, c'est juste améliorer la prise en charge des urgences quand les gens sont retournés sur leur terrain d'exercice professionnel. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt de demander à ceux qui sont en capacité de les observer dans leur cadre professionnel, il s'avère que ça s'appelle aussi des cadres, est-ce qu'on ne peut pas envoyer quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, une simple question? Est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement face à une situation d'urgence des personnels qui sont venus en formation? Je pense que ça suffirait. Si la réponse est oui, c'est que notre formation est adaptée. Si la réponse est non, c'est que notre formation est inadaptée. Et à partir de là, on pourrait éventuellement travailler sur la formation. Les formateurs ne sont pas les héros de la formation. Les formateurs sont des outils, comme les autres, qui permettent justement les apprentissages. Et donc, si on veut respecter un certain alignement pédagogique, est-ce que la question, ce n'est pas simplement, a posteriori, de demander s'il y a eu un changement? Je serais en grande partie d'accord avec vous, mais je dirais que votre intervention, si je fais référence aux 3 dimensions de Gérard, elle est plus dans les dernières. Elle concerne le transfert de l'apprentissage et l'impact dans la formation. Et je dirais, je serais, si on pouvait faire ce que vous suggérez, ce serait quelque chose de non seulement très intéressant, mais presque idéal. Pourquoi je dis presque idéal? C'est parce que dans la proposition que vous faites, elle est très importante pour les professionnels qui interviennent pour l'organisation. Mais j'ai toujours cette préoccupation de la personne qui apprend elle-même quelle est son auto-évaluation. Mais pour moi, son auto-évaluation, c'est pas juste qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, là. C'est l'auto-évaluation, c'est
le pas avant l'autorégulation. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'au terme d'une formation, même si elle est brève, il pourrait y avoir un moment d'évaluation qui est vous, comme apprenant ou comme apprenante, où êtes-vous rendu dans le parcours. Mais sans donner à cette évaluation-là une valeur qui nous ferait penser que ça prend en compte et le transfert des apprentissages et les impacts dans la formation. Mais donc, je dirais que à la limite, on pourrait amener votre introduction par l'alignement pédagogique. Là, ça coince un peu le pédagogue en moi, là, mais c'est bien de faire ça. Mais je dirais qu'on pourrait considérer votre question en disant, est-ce qu'elle donne suffisamment d'importance à l'individu qui apprend et ce qu'il maîtrise au terme de la formation vis-à-vis ou avec l'individu dans son poste de travail et dans l'organisation. Mais ça serait très intéressant. Merci beaucoup, Jacques, pour votre intervention. Pour enchaîner, nous allons inviter le professeur François Stark